Kinshasa, soyez les bienvenus à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, direction Addis Abeba en Éthiopie, où la République démocratique du Congo vient de céder ce samedi la présidence de l'Union africaine. Au Sénégal, après une mandature d'un an, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au cours de cette 35e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Union africaine, décerné les premiers grands prix panafricains de la littérature à la Camerounaise Oswald Lewat. Reportage de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Patrick Michel Mokoui. Au son de cloche, l'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC, qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Lewat entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix? Mais maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Cette session ordinaire à l'ordre du jour chargé prendra fin ce dimanche. La promotion de l'identité culturelle africaine, c'est désormais l'empreinte de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi a cédé la présidence de l'organisation au Sénégal, mais reste au bureau comme rapporteur. Il faudra encore plusieurs décennies pour espérer voir la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation continentale. Et c'est vendredi 4 février, s'est tenue en vidéoconférence la réunion du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs points ont été abordés. En voici un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres avec les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa. Maliba, on l'écoute. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 39e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4
février 2022 par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. C'est sur une note noire que le Président de la République a commencé sa communication après le drame de Matadi Kibala, consécutif à la rupture d'un câble de haute tension qui a entraîné la mort par électrocution d'une vingtaine de nos compatriotes, sans oublier la disparition de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes dans le massacre du camp de Savo en Ituri. Au nom de toute la nation, le Président de la République a réitéré les condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éprouvées et les a rassurés de pouvoir compter sur la solidarité nationale et l'accompagnement du gouvernement durant cette période de dure épreuve. S'agissant des populations du Nord Kivu et de l'Ituri, le Président de la République a rappelé que les forces de sécurité ont été à nouveau instruites pour mettre tout en œuvre pour éradiquer toutes les forces négatives. Une délégation des chefs coutumiers a été reçue par Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Il était question au cours de leurs échanges de déposer un mémorandum contenant les desiderata. Explication Sandrine Guitabou. Les problèmes et difficultés que connaissent les autorités coutumières de la République démocratique du Congo ont été portés à la connaissance du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. C'était au cours d'une audience accordée à l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, en abrégé. La délégation des conservateurs du pouvoir coutumier, composée de plus de 14 chefs traditionnels, a remis un mémorandum contenant leurs desiderata au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ces chefs coutumiers ont été conduits par l'honorable sénateur Mwami Mwena Bantu Munongo Godefroy, président de l'ANATC. Nous avons aussi parlé du développement, de tous les problèmes sécuritaires, des questions d'actualité et tout ce que nous connaissons à la base, et afin de lui demander de nous soutenir, lui qui est le président de la Chambre haute, pour que les lois et qu'il puisse défendre nos intérêts, nous, les ruraux, et qu'on puisse contribuer réellement au développement du pays à travers des projets tels que le fonds carbone, dont on parle beaucoup, qui se trouve en fait dans nos chefferies, dans nos groupements, les grandes forêts que nous connaissons, de nord au sud, de l'est à l'ouest, mais qui s'impliquent de plus encore afin que le gouvernement nous soutienne et que tous ces fonds-là soient canalisés pour l'intérêt des communautés locales. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a également reçu en audience dans son cabinet de travail les professeurs et assistants des universités experts en questions environnementales réunis au sein du Centre interdisciplinaire des recherches d'application en développement durable. Le professeur Daniel Moulenda et son équipe ont fait part à l'honorable président du Sénat d'une formation qu'il compte organiser à l'intention des parlementaires sur la bonne gouvernance verte. Ils ont tout de suite reçu l'approbation de Modeste Bahati qui veut que les élus des élus s'approprient les questions environnementales. Rendons-nous à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où séjournent depuis peu les vice-premiers ministres, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'y place. Il a procédé au lancement officiel des opérations d'immatriculation des agents publics à la Caisse nationale de sécurité sociale pour une retraite digne. Reportage Nadine Kilochou. L'opération d'immatriculation des agents publics de l'État à la Caisse nationale des sécurités sociales SENSAP a pris corps à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé officiellement cette opération qui vise à offrir aux agents publics de l'État une retraite digne et honorable. C'était au cours d'une réunion avec les chefs des divisions et des bureaux de l'administration publique, le chargé de mission de la SENSAP ainsi que le président de l'INAP en présence de toutes les autorités provinciales de l'Équateur. L'immatriculation s'entend
du processus au terme duquel une carte d'affilié et un numéro de sécurité sociale unique sont attribués à chaque agent candidat. Je convie tous les agents publics à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale en vue d'une retraite sereine et décente. Cette structure créée par le gouvernement de la République pour organiser et gérer le régime contributif de sécurité sociale en faveur des Congolais qui rendent des loyaux services à la nation à travers l'exercice de leurs fonctions à divers échelons au sein de l'administration publique. Selon le chargé de mission de la SENSAP Tombola Moukié, la contribution des agents publics de l'État s'élève à 3% à retenir sur leur salaire de base et celle de l'État congolais à hauteur de 6%. Séance tenante, Jean-Pierre Liaou a remis à titre symbolique 2 cartes d'immatriculation au tout premier agent immatriculé de l'Équateur et a promis que les experts commis à la tâche d'immatriculation resteront à Mbandaka jusqu'à l'immatriculation de tous les agents publics concernés, y compris ceux de tous les territoires reculés de l'Équateur, avant de poursuivre le même processus dans tout l'espace Grand Équateur, à savoir la Mongala, la Tchouapa, le Nord et le Sud. Quelques membres du gouvernement, ensemble avec les ambassadeurs des pays francophones accrédités en République démocratique du Congo, effectuer une visite sur les sites devant abriter les 9e Jeux de la francophonie prévus dans les tout prochains jours à Kinshasa. Reportage Paulette Lomba. C'est plus qu'une certitude, la RDC sera le pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Conscient de donner tout l'éclat voulu, la RDC veille à la logistique qui se met petit à petit en place. C'est dans cet esprit que le membre du gouvernement, associé aux ambassadeurs des pays de l'espace francophone, ont effectué l'inspection de quelques sites ici à Kinshasa. Première étape, le commissariat général de la police nationale, où le coordonnateur du projet de construction des sports a donné des assurances sur la livraison de l'ouvrage au gouvernement au mois de juin 2022. Suivra l'étape des sites de l'université de Kinshasa, où en plus des éclaircissements du directeur, les visiteurs ont eu droit aux explications sur les logements, la restauration, les services d'appui technique ainsi que les dispositifs pris en faveur des athlètes à mobilité réduite. Il n'y a pas de moindre doute quant à la tenue de 9e Jeux de la francophonie. Le directeur national de ce rendez-vous, Isidore Mwandja, est plus que formel. Il y a eu beaucoup de gens qui ont stipulé, qui ont raconté des histoires en disant les Jeux seront annulés, d'autres disaient que les Jeux seront délocalisés. Je peux vous assurer que les Jeux vont se tenir en RDC. Et nous sommes venus avec les ambassadeurs pour qu'ils viennent voir que les hommes que nous avons ici sont en mesure de loger 4000 athlètes. Ce n'est pas les Congolais qui sont les premiers à loger les athlètes dans une cité universitaire. Partenaire privilégié de la francophonie, la RTNC a confirmé l'accompagnement médiatique de ce jeu. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous donne quasi mal la certitude que ces jeux seront bel et bien organisés. La RTNC restera dans son rôle et dans sa mission régalienne de pouvoir informer et en temps réel, bien sûr, par rapport au déroulement du jeu. Vraiment, ce jeu augure de très bonnes dispositions pour la RDC. Quant au gouvernement, à travers le ministre après le président, Nana Manouani Nakumba, la satisfaction est évidente sur le déroulement des travaux. L'impression est très positive. Je pense que quand ils vont finir, les athlètes peuvent être contenus ici en sécurité. Les conditions que nous avons vues et ce qui reste à faire nous donnent un peu de l'espoir. Mais l'impression rencontrée, observée. Pour tout dire, le rendez-vous de Kinshasa est attendu tant par la nation congolaise que par le reste du monde. Le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a tenu une conférence de presse pour une mise au point sur la campagne de vaccination de la population contre la Covid-19. Reportage Edith Chala. C'est un point de presse pour intensifier la vaccination contre le coronavirus. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a présenté la situation qui est loin d'être satisfaisante. Les objectifs du gouvernement sont plus ambitieux pour la vaccination contre ce virus.
Cette vaccination cible plus de 50 millions de personnes d'ici 2023. À ce jour, nous comptons 38 276 personnes vaccinées pour la première dose, ce qui revient à 0,72%. Et 224 958 personnes ayant été complètement vaccinées, donc 0,42%. Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre, pour plusieurs raisons, qui sont l'infodémie, la faible perception du risque de la maladie au niveau communautaire, les barrières culturelles, la peur des effets secondaires, et tant d'autres. Les médias ont un rôle important dans le véhicule du message en faveur de cette lutte contre la pandémie de la Covid-19, notamment la vaccination. C'est dans ce cadre que j'ai voulu vous convier à cette conférence de presse, en vue non seulement de vous mobiliser en tant que quatrième pouvoir, mais aussi à vous outiller des éléments nécessaires à même de vous permettre de mobiliser la population à travers vos différents médias. Aux côtés de la vice-ministre de la Santé publique, Véronique Kilumba, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, invite la population à accepter ce moyen de protection contre la Covid-19. La Commission électorale nationale indépendante a dévoilé ce jeudi 3 février sa feuille de route pour les prochaines échéances électorales prévues à partir de 2023 en République démocratique du Congo. Teti Samba. C'est la toute première activité du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour son exercice. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a dévoilé la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante pour 2021-2026. C'est un chronogramme de l'ensemble des activités que la CENI va déployer pour relancer le processus électoral mis en veilleuse depuis les élections de décembre 2018. Denis Kadima Kazadi a tenu à préciser que la feuille de route est différente du calendrier électoral. La feuille de route que la CENI publie ce jour n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement. Néanmoins, dans son élaboration, différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, les considérations financières, techniques et sanitaires, les contraintes climatiques et sécuritaires. Cette feuille de route fera l'objet d'une mise à jour à l'issue de la tenue du cadre de concertation avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Par ailleurs, la CENI a annoncé par la voix de son rapporteur les élections prochaines des gouverneurs des provinces dans les 14 provinces concernées sur les 26, lesquelles élections interviendront après la session de mars. La Commission électorale nationale indépendante vient également de procéder au lancement de la formation des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures. Jean-Pierre Delodemazou. Électorale plus que jamais déterminée à organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. 2 jours seulement après la présentation du calendrier des élections des gouverneurs et leurs vices par le président de la CENI, la centrale électorale se lance dans les préparatifs de ces élections prévues le 6 avril prochain. À ce sujet, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, a procédé samedi 5 février 2022 au lancement de la formation des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures et ceux des bureaux d'accréditation pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Aujourd'hui, le bureau actuel de la CENI entreprend un pas décisif pour le destin de notre beau pays, la République démocratique du Congo. C'est en fait avec vous que va démarrer cette vision qui devra aboutir à l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 12 provinces. Vous êtes des formateurs attitrés. Je vous encourage néanmoins de bien capitaliser cette énième opportunité de formation pour consolider davantage votre expertise. Le lancement de cette formation est intervenu en présence du secrétaire national exécutif de la CENI, Toto Mabikou. Ce dernier a interpellé les personnes qui seront formées sur leurs responsabilités qui sont énormes et les a invités à être assidus durant cette formation. Et dans le reste de l'actualité, Jean-Jacques Kaimbe, coordinateur national des litiges RDC, a animé à l'université protestante au Congo une conférence débat axée sur l'état des lieux de la collecte et de l'affectation des revenus de la redevance minière. Explication Peggy Mukunda.
Informer les citoyens congolais sur les questions d'actualité de la gouvernance du secteur extractif, mettre également à leur disposition les données sur le processus ITIE, tel est le souci majeur du coordonnateur national de l'ITIE-RDC, Jean-Jacques Kayembe. Ces derniers étaient face aux étudiants de l'Université protestante au Congo, UPC, pour la présentation du rapport de l'état de lieu de la redevance minière et sur le projet SICOMINE. C'était au cours de la conférence débat et dissémination des rapports ITIE. Nous sommes venus faire la dissémination du rapport assoupli 2018-2019 et premier semestre 2020 et des études thématiques spécialement sur le projet SICOMINE et l'étude sur la redevance minière. C'était l'essentiel de notre activité avec les professeurs, les assistants et les étudiants de l'UPC. 2 heures d'échange et de débats fructueux, les étudiants étaient très attentionnés, motif de satisfaction pour les organisateurs. Et les étudiants, les professeurs, tous les participants aujourd'hui étaient vraiment au bain, ils ont compris et ils ont posé des questions, il y a eu des suggestions. Nous pensons qu'à leur sortir de cette salle, ils vont faire large diffusion pour que la population dans son ensemble puisse s'enquérir du projet ITIE, utiliser les rapports, lire et faire des propositions. Après l'UPC, d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire attendent accueillir une rencontre de ce genre. Et s'est tenu à Kinshasa une matinée fiscale à l'intention des agents et cadres des différentes institutions financières du pays avec comme menu la loi des finances exercice 2022, cadre choisi, Fleuve Congo, hôtel, d'autres précisions. Dans ce reportage est signé Jacques Kaboba. Vulgarisation et compréhension de la loi des finances 2022. C'est la toile de fond de cette matinée fiscale organisée à l'intention du public dont les agents et cadres des différentes institutions. 2 temps forts ont marqué cette journée, notamment les explications sur les innovations de cette loi des finances qui est bénéfique pour la population congolaise. Cyprien Bongoulouma Talokole, expert comptable, a donné l'essence de cette journée. L'idée, c'est quand il y a de nouvelles dispositions légales, il faut faire une communication. C'est ce que nous avons voulu pour cette matinée, faire la communication à la population, surtout aux opérateurs économiques qui sont concernés au premier plan, et associer ces opérateurs économiques au cours de cette matinée pour qu'ils puissent se poser des questions nécessaires sur les zones d'ombre. Comme vous conviendrez avec moi que la compréhension de la loi n'est pas de l'apanage de tout le monde. Il faut nécessairement que les gens qui comprennent les mieux soient là pour expliquer. Et parce que c'est que nous avons voulu associer l'équipe de la DGI, des Gérard et des GDA, parce que ces gens, ils ont été à l'origine de la conception de ces nouvelles dispositions de la loi fiscale. C'est ainsi qu'ils sont venus pour donner la compréhension nécessaire aux différents opérateurs économiques qui étaient autour de nous lors de cette matinée fiscale. Ce genre de rencontre fait la suite logique de la campagne de civisme fiscal lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et sur les fonds de la lutte contre la Covid-19, en deux de nos frontières, le Maroc a lancé les travaux de construction d'une grande usine panafricaine de fabrication des vaccins anti-Covid-19 et autres vaccins qui doit démarrer sa production dans les tout prochains jours. Reportage signé Christine Lenzo. Le Maroc a lancé la construction d'une usine de fabrication des vaccins anti-Covid. Cette usine, d'une capacité de 2 à 3 milliards de doses, va démarrer sa production en juillet 2023. L'inauguration du chantier destiné à sa construction a été présidée par le roi du Maroc, Mohamed VI, à Ben Silman, dans la région de Casablanca, qui est la capitale économique du royaume. Intervenant au micro de Fatia de la radio DZM, M. Samir Machour, expert international en biotechnologie, a fait savoir que cette usine baptisée Sensio Pharmatech va se charger de la fabrication et la mise en seringue des vaccins anti-Covid et autres vaccins. Aussi a-t-il ajouté que le Maroc sera aussi à mesure de couvrir les besoins exprimés par l'Afrique de fabriquer 60% des vaccins anti-Covid localement. Je pense qu'on a réussi, c'est effectivement de fédérer tous les partenaires, qu'ils soient publics, privés, locaux ou internationaux, et de mobiliser beaucoup de monde autour de la vision de Sa Majesté Allah Hinsro. L'Union africaine, en fin de compte, c'est le CDC, l'Union africaine, ont un plan et un programme
d'ici 2040, on veut passer de 1% 2040 à 60% fabriqués localement. On sera capable de la consommation africaine l'année prochaine. Pas en 2040, l'année prochaine, en 2023. Ici est de noter que cette usine permettra d'assurer non seulement l'autosuffisance du royaume en matière de vaccins, mais aussi de faire de ces pays une plateforme de biotechnologie de premier plan. Quelques jours après les drames du marché Matadi Kibala ayant occasionné la mort de plusieurs personnes, le coordinateur adjoint de la coordination pour les changements des mentalités, président de la fondation portant son nom, Jacques Kambala Chilombo, est allé réconforter les familles des victimes de cette tragédie. Reportage signé Jean-René Kabamba et Génie Dada Chabani. Le drame survenu au marché Matadi Kibala des suites de l'électrocution ayant coûté la vie à une vingtaine de personnes a touché profondément le coordonnateur adjoint de la CCM, coordination pour les changements des mentalités et président de la fondation Chilombo, Jacques Kambala Chilombo. À 3 jours de l'événement, il est allé consoler les familles éprouvées. Il était accompagné de l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Konga, et des membres de sa fondation. On est venu accompagner la famille, donc il n'y a pas ici place à se faire un certain rang de végétarien. Ce qu'on voudrait éduquer à notre population, soyons tout bâtissants. Après la visite du lieu des drames, il est allé visiter les 2 familles qui habitent aux alentours. Ces dernières se sont senties réconfortées par la visite à domicile de ces 2 hauts cadres de la présidence de la République. Elles ont saisi cette opportunité pour dire merci au chef de l'État de s'enquérir de la situation et consoler. Ils ont dit également merci au président de la fondation Chilombo pour ses gestes de compassion. Les autres familles des victimes se sont retrouvées au lieu de rendez-vous, la maison communale de Mongafula. Là, Jacques Chilombo a offert à toutes ces familles des vivres et des non-vivres. Il compte également retourner sur les lieux pour s'enquérir des besoins vitaux de toutes ces familles. Cette action traduit la devise de la fondation, à savoir bonheur partagé. Et sur les fronts de la lutte contre les violences basées sur les genres, il se tient à Kinshasa l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, la formation des formateurs, des journalistes pour la campagne radiophonique sur la ligne verte 122 et les services disponibles de prise en charge. Reportage, Constance Monanga. La lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre nécessite l'implication de tous. Et pour mener à bien cette lutte, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a besoin des médias pour communiquer sur les moyens de prévention, les services disponibles, les mécanismes d'alerte précoce et de référencement. Pour les représentants adjoints de l'UNFPA, Victor Rakoto, il est important de lutter contre ces abus par la prévention à travers la sensibilisation et la vulgarisation de la ligne verte 122 pour dénoncer tout cas au sein des écoles. Voilà qui justifie cette formation des formateurs, tous journalistes membres de la Fédération des radios de proximité du Congo, FRPC, atelier ouvert par les conseillers du ministre de la Communication, Floribert Lorota, les présidents du conseil d'administration. L'événement qui entre dans le cadre du prolongement de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Ces formateurs auront à former 180 autres journalistes de 44 radios communautaires pour la sensibilisation à l'usage de la ligne verte et des services de prise en charge des violences basées sur les genres disponibles. Une campagne radiophonique qui sera organisée avec 540 radios communautaires réparties à travers les 26 provinces de la RDC. Et en ce mois de février, Kinshasa abrite les symposiums sur les valeurs de la famille. Cette conférence est organisée par la communauté famille chrétienne en collaboration avec l'Université catholique du Congo. Reportage Edith Chala.
Le deuxième symposium, organisé par la communauté famille chrétienne en collaboration avec l'Université catholique du Congo, s'ouvre à Kinshasa du 16 au 19 février 2022 avec le thème « Regard nouveau sur la famille à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Léatitia du pape François ». Le professeur Léon Botolo, berger de la communauté famille chrétienne, a tenu ce point de presse pour mobiliser la communauté autour de nouveaux défis auxquels sont confrontés. C'est ici que sont examinées les questions pratiques. L'Église à comprendre plus qu'à condamner. C'est facile de condamner. Et puis après, ce n'est pas méchamment que les gens en arrivent à vivre des situations difficiles dans le couple. Nous travaillons aussi particulièrement à changer la vie des personnes vulnérables. Nous agissons sur la jeunesse. Aucun enfant n'est rejeté chez nous, soi-disant pour cause de sorcellerie. Nous agissons sur la promotion de la femme, qui chez nous n'a aucun complexe et travaille dans tous les secteurs sur un pied d'égalité avec l'homme. C'est un symposium qui est très concret à notre vie de chaque jour, aux problèmes que nous connaissons. Comme lors du premier symposium, il y aura des documents à l'issue de ce deuxième pour sensibiliser davantage la communauté sur les valeurs chrétiennes. Défi de la construction de la paix en République démocratique du Congo et l'engagement de l'Église, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage déjà dans le rayon de la Bibliothèque nationale écrit par le père Rigobert Minani. Cette œuvre intellectuelle a été portée sur les fonds baptismaux au Centre d'études pour l'action sociale. Reportage. C'est la professeure Angélique Sita, membre du conseil d'administration du CEPAS, qui a procédé au vernissage de cet ouvrage, considéré par d'éminents chercheurs comme une encyclopédie de l'analyse des conflits du XXIe siècle dans la région de Grand Lac. Ce livre de 600 pages, dont l'intitulé explore les défis de la construction de la paix en RDC et que son auteur, le professeur Rigobert Minani, y associe l'engagement de l'Église pour démontrer sa contribution dans la fondation de l'État congolais est très interpellateur. Sur certains commentaires évoqués lors de la présentation de l'ouvrage, des professeurs y sont revenus sur le sérieux mis dans le traitement des questions de paix, de violence et des conflits dans la sous-région. Du coup, un des participants présents à ce vernissage pense que dans les contextes actuels de la RDC, l'apparition de cet ouvrage tombe à pic. Je félicite le père Minani parce que c'est à la fois un praticien et il l'a bien circonscrite. Ça veut dire qu'il faut à la fois chercher la paix, mais à la fois on ne peut chercher la paix sans renforcer l'État. Construire un État, c'est construire la paix. Construire la paix, il faut construire un État. De son côté, l'auteur du livre, le père Rigobert Minani, insiste que cet ouvrage va consacrer l'urgence d'édifier la RDC comme un État qui fonctionne réellement. D'où il en évoque les idées maîtresses. J'ai regardé un tout petit peu le parcours d'à peu près 30 ans maintenant, donc depuis 1996. Où le pays semble être embourbé dans des conflits qui ne finissent pas et qui paralysent beaucoup ou bien ralentissent souvent le pouvoir public à Kinshasa. Et donc, il était important de faire un effort intellectuel, scientifique, de réflexion pour comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Après une séance de dédicaces, l'auteur de l'ouvrage promet une série de conférences, forums, colloques pour expliquer à la jeune génération, aux étudiants, d'autres chercheurs, ainsi qu'à toute la classe politique congolaise, la quintessence de cet ouvrage, envie d'ancrer dans nos mentalités les vertus de la paix et rien que la paix au Congo. À 6 mois de la tenue du Festival international des Massimandimba, les organisateurs, les autorités provinciales se mobilisent en vue du dernier, donc pour les derniers réglages. C'est là en vue la réussite de cet événement culturel devant avoir lieu dans la province du Kwilu. Explication, Rodé Ponda. Le Festival international des Massimandimba, Festimas Ngometu, sera organisé à partir de Kinshasa, en novembre dernier, l'équipe du comité organisateur, conduite par le directeur général Armand Boukam, est descendue au mois de janvier dans le territoire de Massimandimba où se tiendra ce grand festival international. Des diverses productions, des activités culturelles sont prévues avec la participation de plusieurs groupes artistiques. Au mois de janvier déjà, 6 mois nous séparent du jour J de la tenue de ce méga festival.
Il faut bien planifier et accélérer les préparatifs afin de garantir la réussite de cette première édition du Festimas dans les territoires de Massimaniba qui va célébrer aussi au cours de cette même année 2022 son centenaire. Le directeur général du Festimas précise le thème et la date de la tenue de cette grande messe culturelle. Le Festival international de Massimaniba donne rendez-vous du 6 au 9 juillet 2022 à Massimaniba et le thème retenu pour cette année, Massi centenaire, cap vers le renouveau. Pour l'administrateur du territoire de Massimaniba, l'implication de tous les filles et fils reste le secret du succès attendu. Nous avons de grandes personnalités dans le territoire de Massimaniba et si chacun pouvait contribuer de sa façon, nous allons réussir. Notez, ce grand événement culturel va accueillir plusieurs groupes de musique et arts de toutes les 26 provinces de la RDC ainsi que d'autres horizons de personnalités culturelles et politico-administratives du pays et de l'étranger. Ils sont attendus. Dans l'actualité également, un partenariat sera bientôt signé entre la ville de Kinshasa et l'entreprise turque Albayrak pour la transformation des déchets plastiques. Confirmation du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, à l'issue de sa visite d'inspection des travaux de réhabilitation de l'avenue Bolengue à Massina et de l'usine Clean Plast à Limete Kingabwa. La suite. Dans ce reportage signé Willy Atunakov. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a effectué vendredi 4 février 2022 une visite d'inspection sur l'avenue Bolengue à la hauteur du marché de la Liberté dans la commune de Massina où les travaux de réhabilitation par l'entreprise chinoise Crexet sous la supervision de l'OVD ont débuté dans le cadre du projet Chile-Gelou initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, l'autorité urbaine a demandé aux personnes qui vendent le long de cette avenue menant vers l'hôpital le Roi Baudouin d'évacuer les lieux. Après les chantiers Bolengue, le cortège du patron de la capitale s'est dirigé vers le port de Baramoto à Limete Kingabwa, précisément dans les installations de Clean Plast, une usine spécialisée dans la collecte, le recyclage et le traitement des déchets plastiques. C'est un pas très décisif que nous venons de franchir ici dans la ville de Kinshasa et j'invite les Quinoises et les Quinois à collecter davantage les sachets, les plastiques et même les cartons et venir nous revendre ici à Clean Plast. Quand vous collectez des kilos et des kilos de sachets ou des bouteilles en plastique, vous venez nous le revendre ici à coût de 250 francs le kilo. Selon le numéro 1 de la capitale, bientôt un partenariat sera conclu entre l'hôtel de ville de Kinshasa et Albayrak, une entreprise turque pour la transformation des déchets à Kinshasa. En déplacement à Kananga, la gouverneure intérimaire du Kassai oriental a participé activement à la télé régionale sur les violences basées sur les genres. Découvrons cela en images. Le gouverneur de province intérimaire du Kassai oriental, Jeannette Longa Moussamba, séjourne à Kananga où elle participe à l'atelier régional de réflexion sur les violences basées sur le genre dans l'espace Kassai organisé par les HCR. Dans son intervention, la chef de l'exécutif provincial du Kassai oriental a confirmé que les violences basées sur le genre est une réalité au Kassai oriental et les auteurs restent pour la plupart impunis. Les violences basées sur le genre sont une réalité vécue au sein des communautés locales vivant dans notre province. Le Kassai oriental est ancré dans certains comportements socio-culturels. Bien qu'il ressorte que ce type de comportements sont des sources de violence permanentes des droits humains, infligeant des souffrances aux victimes. Concernant l'état des lieux et la situation par zone de santé, la gouverneure de province intérimaire a peint un tableau chiffré pour donner l'image de l'ampleur de ces phénomènes dans sa province. Béni des ressources, opportunités stériles. Toujours les femmes, les hommes 3, total nombre adultes, on a là 445 pour femmes, 3 pour hommes et total 448. Total de tous les cas, on en a eu 1671. Mais toutefois, elle reste convaincue qu'au terme de ces assises et à l'application de toutes les résolutions qui y découlent, l'espace Kassai mettra fin à ces phénomènes
basée sur le genre devenu un fléau. Disons que ces travaux ont été ouverts mardi 1er février par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya-Loussé. À Kinshasa, une cérémonie d'hommage en l'honneur du procureur général honoraire et émérite au parquet près les conseils d'État décédé dernièrement. Moucha Galoussa Tayonde Zandi Joseph s'est tenu au Palais du Peuple. Plusieurs personnalités et invités des marques ont pris part à cette manifestation. On fait le point avec Iverson Kabwaba et Cédric Kédina. Il a tiré sa révérence le 14 janvier 2022. Joseph Mouchagaloucha Tayonde Zaindi, procureur général honoraire et émérite au parquet général près le Conseil d'État, était de son vivant une figure majeure de l'appareil judiciaire du pays. Pleurs, larmes, tristesse, la dimension émotive a pris le dessus sur la raison face à la mort. Et on n'en peut rien, surtout quand il s'agit d'une personne de qualité qui a rendu de bons et loyaux services à la nation. Les mythiques palais du peuple est l'espace choisi pour rendre honneur, un dernier hommage à cet acteur de la justice. Les deux présidents de deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, les procureurs généraux près le Conseil d'État, Telaziele Octave, les premiers présidents du Conseil d'État, Vundoawe Tepemako, mais aussi quelques membres du gouvernement ont répondu présents. Tous ont reconnu à l'unanimité les travaux abattus par l'illustre disparu. Joseph Mouchagaloucha sera inhumé dans son sud Kivu natal, précisément à Walungu. Cet homme entre désormais au panthéon des illustres personnages de la vie publique. Et en sport, avant de se quitter, les Cameroun viennent de s'offrir la 3e place en battant les Burkina Faso au bout de la séance des tirs au but, entre-temps la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cameroun édition 2022, c'est demain, ce sera l'Égypte face au Sénégal pour une première étoile. Et c'est par ici que CRFM complètement cette édition du journal au nom du coordinateur d'édition de toute l'équipe technique avec nous, René Ngongou, Alain Soudi. Merci de rester fidèle à notre antenne. L'information se poursuit en français également dans nos autres langues de diffusion. Moi, je vous dis merci et à la prochaine.